Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus au Studio 104 pour cette présentation officielle de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. On est ravis de vous accueillir ici à la Maison de la Radio et de la Musique. On salue bien sûr celles et ceux qui sont avec nous à distance. Ils sont nombreux. Parce que vous l'avez remarqué, on est en duo pour cette 30e édition et je suis très heureuse de faire équipe. Nous aussi, on est un équipage avec Olivier Ligné. Merci Laurie Delostal. Effectivement, nous sommes à 26 jours du départ qui aura lieu, je vous le rappelle, le 29 octobre à partir de 13h05 au Havre, bien évidemment. On va retrouver dans quelques instants, rassurez-vous, si les places sont libres pour le moment, c'est parce que les skippers vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Oui, cette Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, cette mythique transatlantique qui reliera donc Le Havre à Fort-de-France pour la deuxième fois. On va en parler, bien sûr, la Martinique sera à l'honneur. Au départ, en tout cas, on va les découvrir 95 bateaux, 4 classes, 4 départs, 4 parcours et bien sûr 4 duos vainqueurs. 44 classes 40, 40 IMOCA, 6 Ocean 50 et 5 ultimes seront au départ. Près de 200 skippers, il y aura 18 femmes, 77 bisus, 17 nationalités que nous allons vous présenter car ce sont eux les principaux acteurs de la course et ils vont venir nous rejoindre. Alors on va tout de suite vous présenter la première catégorie, si vous voulez bien Laurie. On va commencer par les classes 40 par ordre alphabétique. Voici les 44 inscrits dans cette classe. Et le premier équipage va venir nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit de Acrobatica, Alberto Riva et Jean Mart. C'est leur première participation. On peut les accueillir comme il se doit. Ils nous viennent de la classe mini, dont Jean Mart est le président. L'équipage de la meilleure ambiance, nous ont-ils dit. Ils ont travaillé ensemble sur la Mini Transat 2021. Ils se sont rencontrés et éprouvé tout leur travail pendant 2 mois pour préparer le bateau cet été. Ils partiront avec Richie, leur petit cochon fétiche, et ci abbiamo una pensata per Riccardo Lovino, qui était le créateur du projet Acrobatica. Voilà le premier équipage. À la Grande Pirelli, on va accueillir Amborgio Beccaria et Nicolas Andrieux. C'est une équipe de bisus sur lequel il faudra compter. Amborgio Beccaria qui est italien, comme son nom l'indique, il vient de gagner la 40 Malouine. Il a terminé avant cela 2e de la Route du Rhum 2022. C'est un bateau à très gros potentiel. Alternative Sailing, construction du Belon, du mini à l'ultime en passant par le Figaro. Estelle qui sera au départ, et la navigatrice, une navigatrice complète. Et elle partira avec à ses côtés Mathieu Jones, voilà, qui fera équipe avec elle, dont c'est la première participation. On va les découvrir bien évidemment comme tous les autres tout au long de cette présentation. Amaris, maintenant on les accueille, Achille Nebou et Gilda Mahé. Ce sont 2 grands figaristes que l'on accueille, 2 spécialistes du Figaro qui viennent pour se battre avec un bateau bien né qu'ils comptent bien continuer à optimiser. J'ai vu Achille à regarder le trophée, ça lui donne envie. Amipi, Mer Entreprendre, un projet espoir avec BE Racing, avec Louis Burton derrière et toute son équipe, avec Baptiste Tulin et Christophe Bachmann. Baptiste Tulin et Choletais, et il soutient une association Amipi pour les personnes déficientes mentales. Et Christophe Bachmann n'est pas avec lui aujourd'hui, c'est un architecte qui fera sa dernière transat à ses côtés, mais il continuera à le surveiller de près pour l'aider dans ses futurs projets. On accueille Café Joyeux, maintenant Nicolas Desté et Léo Debiès, un jeune équipage. Nicolas Desté qui était consultant en stratégie, il se consacre à sa passion depuis 2021, il s'est classé 13e de la dernière édition, qui a fait joyeux une histoire d'inclusion qui tient beaucoup à cœur de ces 2 hommes. Et puis il y a Captain Alternance, Kenny Piprol, Thomas Jourdain qui seront avec nous. Kenny Piprol connaît parfaitement son bateau, c'est lui qui l'a conçu, un bateau réalisé en résine thermoplastique. C'est le premier bateau présentant une capacité de recyclage à 98%. Thomas est le préparateur du bateau. Thomas Jourdain, ça ne vous aura pas échappé, avec son père Bruno. Ils ont déjà remporté des victoires en mer et ils vont continuer à rendre compatible la performance sportive et l'enjeu environnemental sur ce bateau, les 2 garçons. On accueille maintenant Centracor, Michael Mergui et Ludovic Méchin. Michael Mergui, grand régatier de toutes les aventures. Il a beaucoup de supporters, c'est une première pour lui sur la Transat. Il devait être accompagné de son vieux complice Fabien Henry qui s'est blessé, que l'on salue et on accueille avec plaisir Ludovic Méchin. Bienvenue messieurs. On continue avec Cross Call également, Aurélien Ducrot et Vincent Rioux, un duo incroyable qui compte
15 participations à eux deux. Ils ont la hargne. Vincent Rioux, c'est 10 participations à la Transat, de victoires en 2013 et 2015. Vainqueur bien sûr du Vendée Globe. Il était de la première édition et on va en parler avec lui dans quelques instants. En effet, on l'accueillera avec grand plaisir. Curium Life Forward, un équipage franco-belge avec Marc Lepéqueux et puis Renaud Deharan. Ils vont partir pour cette Transat. 4 routes du Rhum pour Marc, des solitaires. Skipper infatigable et motivé qui va emmener avec lui Renaud pour sa première participation. Renaud Deharan qui est le PDG de Curium Life Forward. Décuple maintenant William Matelin-Moreau et Pietro Luciani, cet équipage franco-italien. William Matelin-Moreau qui est une figure du circuit depuis quelques années. Pietro Luciani en est lui aussi à sa 3e participation. Il a terminé 2 fois dans le top 10. Bienvenue messieurs. On va enchaîner avec Eden Park, les papillons du ciel. Nicolas Bonbrun et Paul Brandel, c'est leur première participation. Nicolas Bonbrun qui est spécialiste de fusion-acquisition, maître de conférence à l'université. Il est donc accompagné de Paul Brandel, ingénieur en recherche et développement. Un duo très complémentaire. Eden Red avec Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon. On va fêter les 30 ans de la Transat. Ils ont 30 ans d'écart, mais ils ont la même passion de la course au large. Avec ces 2 skippers, Basile Bourgnon qui vient de terminer 2e de la solitaire du Figaro. Et l'année n'est pas terminée. Merci messieurs d'être avec nous. NJ, DFDS, Brittany Ferris, Pamela Lee et Tiffaine Ragnaud. On a le plaisir d'accueillir très chaleureusement ces 2 navigatrices du programme Cap pour elle avec NJ, mis en place par la Transat Jacques Vabre. Cap pour elle, c'est un programme de soutien, d'accompagnement qui permet à un duo de femmes de se préparer avec sérénité à la première transatlantique de leur vie. C'est un coup de pouce, un coup de main, un coup de projecteur pour cet équipage franco-irlandais. Elles ont 2 marraines de choix, Stéphanie Prappard et Sam Davis, que l'on va retrouver tout à l'heure. On continue avec Everial, Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Glatin. Voilà un projet avec un bateau qu'Erwan a pris en main en mars dernier. Victoire sur le Fastnet cet été, bravo Erwan. Il était co-skipper lors de son dernier passage sur la Jacques Vabre. Et Tanguy Le Glatin qui l'accompagnera excelle lui comme entraîneur en utilisant l'observation, la préparation technique et mentale. Erwan sera donc bien accompagné. Et puis, on parlait de Cap pour elle. Un autre projet tenait à cœur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. C'est du virtuel au réel. C'est le bateau Google Chrome avec Kéran Le Borgne et Basile Buisson. Basile Buisson qui a décroché sa place pour sa Virtual Regatta, le célèbre jeu de course à la voile qu'il a commencé et qu'il a découvert en 2021. Et il a réussi à décrocher sa place parmi les 10 000 concurrents pour que le virtuel se transforme en réel aux côtés du skipper Kéran Le Borgne, un vice-champion du monde de kitefoil qui navigue maintenant en classe 40. L'aventure est bien réelle, messieurs. Hein. Maintenant, ça y est, c'est parti. Groupe SNEF, maintenant Xavier Macaire et Pierre Le Boucher, un beau duo que l'on accueille. Xavier Macaire a fini 2e de la 2e édition en Ocean 50. Il revient sur le classe 40 avec une belle ambition. Pierre Le Boucher lui avait fini 3e en 2019. Bienvenue. Influence 2, également Andrea Fornaro et Benoît Hansberg. Andrea Fornaro qui va nous rejoindre, qui est italien, qui a touché un petit peu à tout. Il a fait la Mini Transat en 2015 et 2017. C'est leur première participation avec un classe 40 tout nouveau. Interinvest, Mathieu Perrault, 2e participation, de retour avec son partenaire fidèle, toujours engagé et déterminé. Voilà un garçon qui vit Transat tous les jours. Et il sera en binôme avec Kevin Bloch. La boulangère bio, maintenant Amélie Grassi et Anne-Claire Lebert, un 2e duo féminin. Amélie Grassi pour sa 2e participation, elle qui a enchaîné les courses et les expériences sur différents supports ces derniers mois. Anne-Claire Lebert, spécialiste de l'olympisme, elles sont pressées. Elle était team manager de Sam Davis lors de la dernière édition de la Transat. C'est un duo qui navigue ensemble depuis 2021 et qui est très ambitieux. Elles ont pris de l'avance déjà, hein, rien qu'en traversant la Seine. La Manche, évidence nautique. Nicolas Jossier, Alexis Loison, le binôme est de retour après la 6e place en 2021. Le duo normand, basé dans le Cotentin, au cœur du département de la Manche, à Cherbourg. On saluera Alexis Loison vous le saluerez pour nous. Une autre évidence, c'est que ces 2 garçons sont de sérieux navigateurs prêts à mener leur bateau haut dans le classement. La Belle Emmaüs maintenant avec Jérôme Le Sieur et Damien Génère. C'est leur première participation, les 2 amis qui naviguent pour transmettre. Ils ont proposé à la Belle Emmaüs de participer gratuitement à la Transat pour diffuser les valeurs du mouvement Emmaüs. L'idée, c'est de mettre en lumière la lutte contre l'exclusion et le réemploi solidaire. Le Bleuet de France, voilà un équipage 100% féminin qui avait postulé aussi pour le projet Cap pour elle. Charlotte Cormoul-Oulès qui est ingénieure dans l'industrie navale.
Claire, victoire de Florian, infirmière et ancienne championne du monde de parachutisme. Elles ont participé aux courses d'avant-saison. On rappelle que le Bleuet de France a été créé pour la mobilisation citoyenne pour aider les blessés et les mutilés de guerre au sortir de la Première Guerre mondiale. Voilà le projet qu'elles défendent et qu'elles soutiennent. Le galet maintenant avec Fabien Delahaye et Corentin Douguet, deux grands skippers qui ont touché un petit peu à tout. Un très beau duo de compétiteurs qui va viser la victoire après une période très intense depuis la mise à l'eau de Le Galet. C'était seulement le 31 août dernier. L'Envol, Kermarek Promotion. L'Envol, c'est une association qui porte l'espoir pour les enfants qui luttent contre la maladie en organisant des colonies de vacances. Avec Anatole Facon, donc c'est la première participation avec Alice Valiergue. Merci d'être là. Martinique Chalian, maintenant Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé, l'équipage 100% Martinique de cette Transat Jacques Vabre. C'est une première, un projet pour contribuer notamment à développer la filière voile à la Martinique tout en sensibilisant à la protection de l'environnement. Et ils ont eux aussi beaucoup de soutien. Movember avec Bertrand Guillonneau qui sera le skipper de ce bateau. Présent pour les 20 ans de la Transat, il est revenu pour les 30 ans de la Transat. Movember, c'est l'association qu'il représente en tant que chirurgien urologue avec un co-skipper qui est là et qui va l'accompagner. C'est monsieur Quito de Pavan, 12 participations sans interruption depuis 2001, dont 3 podiums. C'est un record, Quito. Merci d'être là avec nous. Musulo 40, José Guilherme Caldas et Gustavo Peixoto. C'est un équipage brésilien, le seul équipage de course au large brésilien. Caldas pour sa deuxième venue, messieurs, participation, et Peixoto pour sa première. On les salue parce que... On les salue parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. On aura le plaisir de les retrouver au Havre, bien évidemment. C'est loin le Brésil. Eh ben, c'est pas à côté, effectivement. Nesten, entrepreneur pour la planète. Jules Bonnier, deuxième participation. Un duo qui match bien avec Robin Follin qui sera à ses côtés, qu'on salue, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, il régate en ce moment. On va les retrouver bien évidemment au Havre pour le départ sur leur bateau Nesten, entrepreneur pour la planète. Et ils ne sont pas là parmi nous aujourd'hui, mais on les salue également sur Project Rescue Ocean, Axel Tréhin et Gwenaël Rioux. Merci pour eux. Quenza, c'est la première participation de Goulven Marie et Nicolas Battesti. Ce bateau a eu des propriétaires prestigieux. Ils ont récupéré le bateau qui était à Yannick Bestaven, puis ensuite à Louis Burton. J'espère que c'est un gage de qualité pour vous et on vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Ils en profiteront ensemble. Rêve à perte de vue. Joël Paris et Jérôme Rajimbaud pour leur première participation. C'est un équipage unique au projet tourné autour de la déficience visuelle et animé par Joël Paris, skipper malvoyant. Ils veulent aussi sensibiliser le grand public à la protection de l'air. Félicitations à vous. Hop. Alors tout le monde passe par ici. Voilà, comme ça on va pouvoir... Bienvenue. Merci à vous d'être là avec nous. Sifrigo Sogestran, un équipage 100% havrais avec Cédric Château qui n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est celui qui l'accompagnera, Guillaume Pirouel, que l'on peut applaudir, qui fait partie du Normandie Elite Team et qui est un spécialiste de la course au large avec une seconde place en tant que premier bisu en 2022 sur la solitaire. Et il a intégré aussi le team Sodebo cet hiver. Voilà des garçons à surveiller de près. Ils avaient fait un podium, Cédric Château avait fait un podium la dernière fois. Ils vont essayer de défendre cette place. Sign for Com, Lennart Burke et Melvin Fink, un duo allemand très jeune, 25 et 25 ans. Melvin Fink qui avait gagné la première étape de la maîtrise en 2021 à seulement 19 ans, de jeunes duos qui sont aujourd'hui parmi nous. Ou qui ne sont pas parmi nous. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais on les salue quand même. Sotraplan TRS, Mathieu Foulquet-Gazagne et Xavier Boers, amateurs éclairés, qui soutiendront Guérir en mer, une association qui vient offrir des moments de liberté à travers des sorties en mer au personnel soignant. Très sollicité, on le sait, par leur travail. Donc merci messieurs de soutenir cette cause et d'être avec nous. Il y a un petit jeu de mémoire avec les photos, d'ailleurs on peut les remettre dans le bon ordre si on veut, c'est pratique. C'est ludique. Merci à vous. V-Cycling avec Timothée Paulet et Pierrick Letouzé, c'est un projet havrais et un tout jeune équipage qui ne manque pas d'ambition. Timothée Paulet qui est étudiant, c'est le seul skipper étudiant cette année. Pierrick Letouzé qui est lui un co-skipper expérimenté et passionné. Ce sont tous les deux leur deuxième participation. Ils sont venus avec leur fan club, monsieur le maire est là.
On le salue. De Sea Cleaners, UNEP, Mazar. Voilà aussi un autre équipage havrais avec Renaud Courbon qui est avocat au civil. François Champion, première participation pour François. 5 courses à bord des classes 40 en 2023. Bon vent, messieurs, on vous retrouvera bien évidemment sur cette transat. C'est le point d'orgue de votre saison. Ils sont absents, mais on salue Tequila, le duo britannique, Ah oui. Alistair Richardson et bien sûr un petit nom, Brian Thompson. Eh oui, effectivement, la légende Brian Thompson qui sera au départ pour sa 6e participation. Trip Control, c'est une société que dirige Alexandre Le Gallais. Il sera aussi aux commandes du bateau avec à ses côtés Carlo Vroon, un équipage franco-hollandais. Trip Control qui développe des innovations dans l'univers de la voile, de la course au large avec certaines personnes comme Michel Desjoyaux notamment, entre autres. Hein. Et voilà. Et ça va être à suivre bien évidemment. Vogue avec un crône maintenant, Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensac. Je vous demande d'accueillir duo fidèle sur le même bateau depuis des années. Une belle ambition. Prouvez que même atteindre la maladie de Crohn, on peut réussir des choses incroyables. Une aventure sportive et solidaire. Vogue le monde, Benoît Lequin, marin chevronné avec une riche expérience en course au large, en mono, en multicoque, en solo, en équipage, 8 transatlantiques, 2 tours d'Europe à son actif, 2 records de traversée de l'Atlantique Nord et Sud en catamaran non habitable. Il sera avec Stéphane Huneau qui navigue depuis son plus jeune âge. Tous les deux vont partir sur ce bateau. Vogue le monde représente plus qu'un simple voilier, disent-ils. Il incarne l'esprit d'aventure, de la volonté de découvrir le monde et de partager les valeurs de la voile. Voilà un beau programme. Wasabi 2 maintenant avec Stéphane Baudin et Swan Ayenski pour leur première participation. Vous pouvez les accueillir chaleureusement aussi. 2 navigateurs éclairés qui vont découvrir cette Transat Jacques Vabre. Bienvenue à vous. Merci messieurs d'être là. Et nous allons maintenant accueillir Crédit Mutuel avec 2 concurrents très sérieux pour la victoire finale. Yann Lipinski et Antoine Carpentier. 4 victoires à eux deux sur la Transat Jacques Vabre. Yann est le spécialiste du monocoque venu de la Minier depuis 2013. Pas une année sans des podiums ou des victoires. C'est un prétendant à la victoire finale. Il sera avec Antoine Carpentier. C'est le tenant du titre en classe 40. Il brillera pour cette fois la 4e victoire de suite. On aura l'occasion d'en reparler avec lui. Non, Antoine, pas tout de suite. Bah justement, vous allez rester avec nous. On va garder Antoine. Yann, si tu veux bien, ça te dérange pas, on va le garder un petit peu. Et on va te laisser redescendre, mais on peut l'applaudir. Yann Lipinski, skipper du bateau Crédit Mutuel. Et puis, en attendant qu'il nous rejoigne, on va présenter Ibsa avec Alberto Bonna, nouveau venu dans la voile, mais bluffant, diplômé en philosophie. Il a fait ses débuts en mini, puis en 2017, il a fait une première Transat Jacques Vabre où il a dû abandonner. Et cette année, il est avec Pablo Santurn del Arco, qui est lui aussi le tenant du titre dans la catégorie classe 40. Il était avec Antoine Carpentier en 2021, spécialiste de la course en double. Avec un tel duo, il va falloir les surveiller de très près aussi. Grazie Alberto. Merci d'être là. Ah, attention. Il y a déjà un petit match. Hein, voilà. On va garder notre ami Pablo. Et on va se rapprocher, tiens, puisque Antoine, vous vouliez le toucher, ce trophée. Hein, regardez. Rien n'a changé depuis 2021. Regardez. Il est beau ce trophée. Qu'est-ce qui représente pour vous ce... Venez, on va s'avancer un peu sur le devant de la scène quand même. Non, il voulait vérifier qu'il y avait bien son nom sur le trophée. Ce trophée. Bah, c'est un beau trophée, il représente beaucoup de choses parce que j'ai eu la chance de pouvoir graver mon nom dessus plusieurs fois et à chaque fois ça a été des super souvenirs, peut-être les meilleurs que j'ai eu en navigation. Donc, et puis j'ai un petit côté aussi histoire de famille parce que ma marraine était directrice de cette course pendant des années. Voilà, et effectivement, c'est toujours un moment important, cette transat dans ta carrière, hein, Antoine, puisque on a vu aussi les efforts que ça représente, parce que je me souviens, en 2021, vous étiez vraiment allé au bout de vous-même avec Pablo. Pablo, tu es le spécialiste de la classe 40. On finit toujours sur le podium avec toi depuis 2012, quasiment. C'est un gage de succès. Toi, justement, quand tu vois cette édition 2021 que vous avez vécue ensemble, quel est le souvenir que tu retiens de cette édition 2021 avec Antoine? J'ai gardé beaucoup de très bons souvenirs. Avec Antoine, c'est passé très bien. Donc ça, c'est le plus important. Et après, l'arrivée, c'était difficile parce que la météo elle faisait que toute la flotte revenait sur nous. Donc forcément, l'arrivée, c'est un moment que tu peux respirer et dire OK, on a fait le boulot. Et donc forcément, l'arrivée, c'est un bon moment.
Voilà, avec les 30 ans, bon anniversaire à la Transat et bravo à vous. On rappelle juste quand même pour la forme que Antoine, s'il remporte la victoire cette année, il sera le seul à avoir remporté 4 victoires d'affilée sur la Transat Jacques Vabre. C'est une motivation supplémentaire ? Ah, carrément. Il disait, vous me fichez la pression. Ben, on est là pour ça, de rien. Voilà. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous les deux. Et on va présenter maintenant, Olivier, une nouvelle catégorie, les IMOCA. 40 bateaux cette fois sur la ligne. Et on va commencer tout de suite. Avec Be Water Positive, Scott Scheuer qui va arriver, qui va venir nous rejoindre, voilà, qui est juste derrière nous. Du moins, les concurrents des IMOCA vont venir nous rejoindre. Scott Scheuer n'est pas là avec nous, mais c'est le créateur de Canada Ocean Racing, homme d'affaires, ingénieur. Il n'hésite pas à se dépasser. Il a envie de partir sur le Vendée Globe 2028 et il va partir avec Nick Moloney sur cette Transat. 3 tours du monde à son actif, un trophée Jules Verne, une Whitbread et un Vendée Globe. Ce sera sa 3e participation à Nick sur la Transat Jacques Vabre. Voilà un bon sparring partner pour Scott. Deuxième IMOCA, Biotherme avec Paul Meillat et Mariana Lobato, un équipage mixte franco-portugais. Ils se sont rencontrés sur l'Ocean Race. C'est une première participation pour Mariana et une 5e participation pour Paul Meillat. 2e en 2017 et en 2021. Voilà, vous allez pouvoir prendre place dans la salle avec l'autre bateau qui arrive maintenant, c'est Bureau Vallée avec Louis Burton et David Bodard. Une histoire forte d'amitié entre ces deux garçons qui se connaissent bien. Ils se font confiance, complémentarité. Pourquoi David, a dit Louis Burton? Eh bien la réponse est simple, une évidence, il me connaît mieux que quiconque, a-t-il dit. Voilà, avec leur 3e départ ensemble, ils auront envie d'une petite revanche, je pense, sur 2021, où ils avaient dû abandonner à cause d'un dématage. On va accueillir un petit duo maintenant, Charal, Jérémy Bayou qui démarre. Et Franck Camas, effectivement, 2 jeunes qui démarrent, qui viennent de gagner le défi Azimut. Jérémy Bayou qui veut gagner une 2e fois cette Transat Jacques Vabre. Sa première victoire, c'était en 2011. Franck Camas, lui, peut prétendre à une 5e victoire, ce serait unique et on va en parler avec lui dans quelques instants. Coup de pouce, Giffard Manutention, c'est le bateau de Manuel Cousin. Il partira avec Clément Giraud. Leur histoire est intimement liée. Ils ont terminé tous les deux le Vendée Globe. Ils sont dans la catégorie très élitiste de ceux qui ont terminé le Vendée Globe. Et puis ils ont une histoire en commun. Le jour où Clément Giraud a perdu son bateau au départ de la Transat Jacques Vabre en 2019, et Manu Cousin était à ses côtés avec son bateau à lui. Et le premier qui est venu saluer Manu à la fin de son Vendée Globe, c'était justement Clément Giraud. Voilà une belle histoire d'amitié qui va se continuer sur cette Transat. Devenir avec Violette d'Orange et Damien Guillou pour cet équipage mixte. Également Violette d'Orange qui est la Benjamine de la course. Elle a 22 ans. Elle va donc faire équipe avec Damien Guillou, très aguerri dans le monde de la course au large. C'est leur première participation. Bienvenue. Dieteren Group avec Denis Van Wengen de Belgique, Van Wenberg, pardon, 3e participation. Avec à ses côtés Erwan Leméné, Denis Van Wenberg, navigateur amateur qui est devenu professionnel en 2018 et qui veut être le premier Belge à boucler le Vendée Globe. Il sera avec le Morbihanais Erwan Leméné à ses côtés. DMG Mori Global One avec Kojiro Shiraishi et Thierry Dupré du Vorsan. Kojiro Shiraishi qui est japonais, skipper très aguerri puisqu'il a fait notamment le Vendée Globe 2 fois. C'est sa première participation à la Transat. Bienvenue avec donc Thierry Dupré du Vorsan, un équipier aguerri. FIF Group, Lantana Environnement, Louis Duc qui sera présent pour sa 7e participation. Déterminé, autonome, authentique, talentueux. N'en jetez plus, c'est Louis Duc avec son bateau. C'est celui de Clément Giraud qui avait brûlé en 2019, qu'il a récupéré, qu'il a retapé et maintenant il l'a encore amélioré. Et Rémi Aubrin qui est maître voilier depuis 35 ans, qui l'accompagnera pour cette première sortie sur le circuit IMOCA, sur cette Transat à ses côtés. Fort de Planète, on continue avec l'ancien bateau Link Out, le bateau tenant du titre, mais qui est cette fois-ci skippé par Sam Goodchild. 6e participation et un podium sur les 2 dernières éditions.
se consacre désormais à son projet Vendée Globe avec un certain Antoine Coche qui est à ses côtés, qui est l'ingénieur naval, navigateur et qui a mis au point justement ce bateau aux côtés de Thomas Ruyant. Autant dire qu'ils connaissent bien le bateau tous les deux et ça va être formidable de les suivre. Place à Fortinet Best Western avec Romain Attanasio et Luis Béréa. Romain Attanasio, c'est devant des globes, des routes du Rhum, une 5e participation à la Transat Jacques Vabre. Il est sur le circuit IMOCA depuis une bonne dizaine d'années. Luis Béréa qui fêtera ses 30 ans à bord du bateau. Ce sera le lendemain, c'est vrai, il l'avait oublié lui-même, du départ de la Transat Jacques Vabre. Vous pourrez lui souhaiter son anniversaire. Voilà, Foussier, mon courtier énergie avec Seb Marseille, Sébastien Marseille, qui sera avec Sophie Faguet, en solitaire, en double, en équipage, à travers l'Atlantique, autour du monde. 38 ans, Sébastien Marseille, il fait partie de ces skippers complets qu'on s'arrache en équipage, à côté d'une championne du monde de match race, qui a toute sa place en tant que compétitrice qu'elle est sur ce bateau. Elle a fini 4e de la Transat Paprec. On va entendre parler d'eux. Freelance.com maintenant, Guirec Soudé et Roland Jourdain sur l'un des plus vieux bateaux de la flotte. Guirec Soudé pour préparer le Vendée Globe. Sans sa poule, mais avec un Roland Jourdain qui n'est pas un perdreau de l'année. Roland Jourdain, 10e participation à la Transat, 2 victoires au compteur, sans oublier 4 Vendée Globe, 2 routes du Rhum. Bref, c'était la route du Rhum, celle de 2010 à bord de freelance.com, le même bateau. Ah bah oui, c'est la boucle est bouclée comme ça, c'est bien, c'est parfait. On fait un recyclage total. Groupe Apicil, Damien Seguin qui va partir avec Laurent Bourg pour sa première participation. Damien Seguin, ça sera sa 5e participation. Figari, champion paralympique 2 fois, classe 40, IMOCA, route du Rhum, Vendée Globe, The Ocean Race. C'est un des plus complets parmi tous les marins qui sont engagés. Laurent Bourg qui est team manager en Figaro, directeur technique de Linkout pendant 7 ans et qui a décidé de venir accompagner Damien Seguin dans sa recherche de performance avec ce bateau qui est l'ancien vainqueur du Vendée Globe, Maître Coq de Yannick Bestaven. Groupe Dubreuil maintenant avec Sébastien Simon et Iker Martinez, un duo franco-espagnol sur un bateau aux couleurs d'Air Caraïbes. Sébastien Simon, le skipper des Sables d'Olonne, 4e de la dernière édition, qui a révélé tardivement le nom de son équipier. C'est Iker Martinez avec un profil olympique, victoire au JO d'Athènes et argent à Pékin. Excusez du peu. Guyot, environnement, Water Family, Benjamin Dutreux, déjà sa 3e participation à 33 ans. Il était avec Damien Seguin la dernière fois et maintenant il embarque Corentin Auro, le vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec 2023. Bravo à eux, une volonté sans faille, une énergie sans limite, messieurs. On vous souhaite le meilleur. Ils auront à cœur de bien finir l'année. Un Benjamin Dutreux un peu revanchard certainement après The Ocean Race qui a été intense pour lui et qui lui a permis encore de grandir un peu plus parmi tous les grands skippers de la planète. On accueille un duo suisse maintenant, Hublot, Alan Roura et Simon Coster. Alan Roura qui était le plus jeune skipper lors de la première participation au Vendée Globe pour lui. Il est parti pour la 4e fois à la Transat Jacques Vabre. Simon Coster qui a performé lui en classe 40, il a fini 2e de la dernière édition. Et oui, il aura à cœur de refaire un podium cette année, on en est sûr. Human Immobilier, Antoine Cornic, Jean-Charles Lureau. Fils et frère de Regatti, Antoine est né les pieds dans l'eau, son parcours est insolite. Champion de France de judo, restaurateur à l'île de Ré. Aujourd'hui, il est à la recherche de performances pour un Vendée Globe en 2024. Avec son co-skipper Jean-Charles Lureau, dit Lulu, eh bien, ils vont encore vivre des grands moments. La dernière fois, je vous rappelle quand même qu'ils avaient chassé des orques de leur safran et ils avaient dû gérer des voiles déchirées. Donc bon courage messieurs et on vous retrouve à l'arrivée. Imagine maintenant avec Conrad Coleman et Fabio Musolini, un duo franco-néo-zélandais pour ce bateau. Et une première participation pour tous les deux. Bienvenue messieurs. Avec Conrad qu'on connaît bien ici avec ses aventures en Vendée Globe, bah forcément, c'est vrai que c'est toujours étonnant de se dire que c'est la première participation sur la Transat. Initiative Cœur maintenant avec quelqu'un qu'on connaît bien également, Sam Davis et Jack Boutel, un duo, cette fois britanno-australien. Sam Davis pour sa 8e participation, elle avait fini 5e en 2021. Jack Boutel est un jeune Australien pour sa 2e participation, la première en IMOCA et au-delà de la performance sportive, on le rappelle, l'engagement fidèle de Sam Davis pour sauver des enfants atteints de maladies cardiaques. L'ami Caline, Arnaud Boissière, pour sa 9e participation. Il embarque avec lui Gérald Véniard, avec qui il avait déjà fait la Transat en 2011. Finisher des Vendée Globe, 4 Vendée Globe, il prépare son 5e. Et justement, Gérald l'accompagne. Bouge pas, Gérald, ça te va très bien, on va faire la photo avec. Et on va bien évidemment vous retrouver sur ce parcours. Gérald qui accompagne Antoine dans sa préparation depuis, bonjour Gérald, depuis quelques temps maintenant.
Et ça sera sa 3e participation à Gérald, voilà, sur ce bateau, la Micaline. Lazare avec Tanguy Le Turquet et Félix de Navacelle avec un très bel engagement. Là aussi au soutien des sans domicile fixe. Tanguy Le Turquet avant le Vendée Globe 2024. Et Félix de Navacelle, lui, écoutez bien, qui est le descendant du capitaine Gabriel de Clieux, qui il y a 300 ans avait amené le premier plan de café en Martinique. Tout commence là. Et comme son ancêtre, il va refaire la route du café. Et c'est une des belles histoires de cette Transat Jacques Vabre. Affaire à suivre. Vous avez remarqué, il y en a qui passent derrière le trophée, ceux qui passent devant. Je ne sais pas s'il y a de la superstition. L'Occitane en Provence, on va voir. Clarisse Crémer qui vient nous rejoindre. 2e participation sur la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. 12e du Vendée Globe, record woman de l'épreuve. Clarisse fait partie de la team d'Alex Thompson, propriétaire du bateau, et elle partira avec Alan Roberts, justement, qui fait partie de cette team, qui en 10 ans est devenu un grand spécialiste du Figaro et du solitaire. Sera à la barre d'un bateau extrêmement performant, l'ancien bateau de Charlie Dalin. Massif Santé Prévoyance, justement. Transition, vous avez remarqué. Charlie Dalin et Pascal Bidégory. Charlie Dalin, l'enfant de la Transat Jacques Vabre, il l'a gagné en 2019. Il a fini 2e de la dernière édition. Il est là pour la gagne avec Pascal Bidégory, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais que l'on salue. Il sera bien au départ pour sa 9e participation. MACSF, Isabelle Joschke, 4e participation pour elle. Ministre dans l'âme, Isabelle dispose d'une solide expérience dans le milieu de la course au large et d'une volonté exceptionnelle qui fait la différence à bord de son bateau de 2007 très optimisé. Elle sera avec un couteau suisse de la course au large, un classe 40 IMOCA Ocean 50. Pierre Brasseur qui est là avec nous et qui partira à ses côtés. 4e participation pour Pierre qui a déjà remporté la victoire en classe 40. C'était en 2015 avec Yannick Bestaven. Justement, maître Coq 5, Yannick Bestaven, vous ne faites que des passes décisives. Et Julien Pulvé, l'école Rochelaise. Bienvenue, venez messieurs. Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, il a gagné 2 fois la Transat en classe 40. C'est sa 7e participation, la 2e pour Julien Pulvé. Il y a du Rochet dans la salle, j'ai l'impression. Malitza, Sea Explorer, ils ne sont pas là, mais on les salue. Si, ils sont là? Ils sont là, c'est parfait, impeccable. Avec Boris Herman et William Harris. Voilà, William Harris qui arrive. Boris Herman, 3 participations. William Harris, 2 participations. Ils seront là, bien évidemment, pour tenter de remporter la victoire, comme tous les autres, bien évidemment. Mais eux, ils ont vraiment un beau bateau. Place à Médalia. Alors eux, je crois qu'ils ne sont pas là, mais on les salue également. Pip Air et Nick Bubb, ce sera un duo 100% britannique. Monoyeur, duo for job, une équipe de ministres avec Benjamin Ferret. Vous savez, l'équipe de Benjamin envoie le pépin. Il sera avec Pierre Leroy, qu'on a connu sur la Mini Transat en Proto 2021. Bonjour. Et puis Benjamin Ferret, un touche-à-tout de la course au large. Après avoir fait de la Mini, il s'est lancé sur l'IMOCA et il espère pouvoir monter son projet Vendée Globe et aller jusqu'au bout avec la complicité de Pierre Leroy à ses côtés. Place à New Europe maintenant avec Zabi Veores et Irina Graveva, un duo mixte. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Zabi Veores qui ambitionne de participer au Vendée Globe avec Irina Graveva, navigatrice olympique, championne de France en classe mini en 2020. C'est sa première participation. Bienvenue à tous les deux. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Welcome. Voilà, avec Nandorfa qui avait déjà fait le Vendée Globe pour la Hongrie, ça serait le 2e Hongrois à faire cette épreuve. Nexans, Art et Fenêtre, Fabrice Amédéo, 6e participation de suite. Et il repart sur un projet après la mésaventure et la destruction de son bateau suite à un incendie en 2022. Il sera de retour avec un bateau qu'il a modernisé, remis au goût du jour, répondant aux besoins des plus pressants de sobriété. Il pourra faire aussi des mesures océanographiques avec ses partenaires scientifiques. Il sera avec Andreas Baden, qui a à peine 23 ans. Ça sera sa première participation. Oliver Heer, Ocean Racing maintenant, Oliver Heer et Nils Palmieri, un duo suisse que l'on accueille. Oliver Heer en vue du Vendée Globe. Il est accompagné sur cette Transat Jacques Vabre de Nils Palmieri, un très bon navigateur. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue messieurs. Paprec, Arkea, attention, du lourd encore. Johan Richaume, Yann Eliès, 5 participations pour Johan Richaume, 9 participations dont 3 victoires pour Yann Eliès, 2 spécialistes du solitaire. Ils sont affrontés pendant de nombreuses années, mais maintenant ils font équipe pour la victoire. On va les retrouver bien évidemment aux avant-postes, on en est sûr, il va falloir les surveiller. Et Yann peut égaler le record de victoire s'il remporte une 4e victoire.
partage maintenant avec François Guiffan et Émeric Beloir. François Guiffan qui en est à sa deuxième participation. Il a désormais son propre bateau. Venez tous les deux, Émeric Beloir, pour sa première participation. Deux hommes de l'ombre qui sont enfin dans la lumière. Bienvenue. Bienvenue, messieurs. Prismian Group, Giancarlo Pedotte qui va partir avec Gaston Morvan, un équipage italo-français. C'est une habitude pour Giancarlo d'embarquer des marins français à ses côtés. Il avait gagné en 2015 avec Erwan Leroux, belle victoire. Diplômé de philosophie, ancien boxeur, enfin quelqu'un d'atypique. Et Gaston Morvan, la famille Morvan bien sûr, toujours dans les transats, on le sait. Depuis 2019, avec le soutien de son partenaire, Giancarlo ne cesse de performer en IMOCA. Un duo à suivre. Sing Chain Team Aikou avec Jing Kun Xu et Mike Golding maintenant. Xu, premier chinois sur la Transat Jacques Vabre avec un grand nom de la course au large. Mike Golding, le Britannique qui revient. Et on en est ravis. 8e participation, 4 fois sur le podium. Il revient avec une volonté de transmission. Bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous avoir. Very proud to share this moment together here. And welcome on board. Thank you, gentlemen. Merci beaucoup. Stand as one. Éric Bellion pour sa deuxième participation. Il sera aux côtés, avec à ses côtés Martin Lepape. Après sa participation en 2015, des records, un Vendée Globe en 2016. Il avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus, puis le voilà. Il est de retour avec un bateau sans foil. C'est volontaire, par souci de sobriété auprès de Jean Le Cam. Ils ont justement souhaité développer des bateaux dans un cadre de sobriété. Et donc on va découvrir ce bateau dans quelques jours maintenant pour le départ avec Martin Lepape, planchiste, figariste, skipper de classe 40, un équipier de choix qui a été choisi par Éric Bellion. Est-ce que j'ai été bon? J'ai été parfait. Merci. J'attendais juste votre approbation. On continue avec Teamwork Net. Justine Métro, Julien Villon. Les Jujus qui se sont associés en s'associant à Julien Villon, Justine Métro qui connaît bien l'univers de la course au large. Elle était sur The Ocean Race il n'y a pas très longtemps encore. Avec Julien Villon, on va performer avec ce stratège de la météo qui fait partie de l'équipe Teamwork depuis le début. Et Julien, ça sera sa première transat, j'ai vu ça, c'est vrai Première transat Jacques Vabre, exactement. C'est étonnant, on a l'impression que ça fait des années qu'il est dans l'univers de la voile. Merci beaucoup, Justine Métro, d'être avec nous pour Teamwork.net. Deux derniers IMOCA, VNB, Montbana, Mayenne, 3 marques avec Maxime Sorel et Christopher Pratt. Maxime Sorel pour sa 4e participation, vainqueur en classe 40, c'était en 2017, il vient de réussir. Le double Everest, messieurs, dames. Le premier homme à boucler un tour du monde en solitaire et à grimper l'Everest. C'est tellement improbable que j'ai du mal à le dire. Il est donc accompagné de Christopher Pratt pour sa 7e participation. Lui qui a fini 4 fois 3e. Et puis, For People également, un dernier bateau avec Thomas Ruyant et Morgan Lagravrière, un duo qui vient pour gagner de nouveau. On va les accueillir, ils remettent leur titre en jeu. 7e et 5e participation. Venez, messieurs, avec un bateau tout neuf qui a fait sa première course en mai dernier. Bienvenue. Bienvenue, messieurs. Voilà, vous avez une petite marque grise. Voilà, vous pouvez vous installer comme ça, vous êtes dans la lumière. On va bien évidemment vous demander comment on se sent à quelques jours du départ. Et puis surtout, comme c'est les 30 ans de la Transat Jacques Vabre et vous êtes les tenants du titre, est-ce qu'on a une pression supplémentaire? Comment on se sent avant de partir dans cette aventure avec un tout nouveau bateau? Thomas, je ne sais pas si je vous laisse le micro. Une pression supplémentaire, je ne sais pas, mais en tout cas, on y va avec beaucoup d'envie avec Morgan. On prend beaucoup de plaisir à naviguer tous les deux. Seulement, la Transat Jacques Vabre 2023 ne sera pas la même qu'en 2021. Il y a beaucoup plus de bateaux, des duos, je pense, encore mieux préparés, des bateaux fiabilisés. On a 1 an du Vendée Globe, donc voilà, ça va faire une belle bataille avec, je ne sais même pas combien il y a de bateaux finalement, entre 35 44, et on a dit, 40, 44. Ben voilà, non, c'est quand même génial de pouvoir partir en IMOCA avec tous ces beaux bateaux pour traverser l'Atlantique. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se prépare et donc on est impatient. Morgan, un mot avec vous. Parlez-nous de ce nouveau bateau, tiens. Bah déjà, de revoir les images de l'édition précédente, c'est quelque chose de fort. C'est vrai qu'il y a le résultat sportif et puis il y a tout ce qu'on a vécu humainement avec Thomas. Parce qu'on connaissait peu finalement avant le départ de cette course-là et aujourd'hui on est, je pense, de bons amis. Donc c'est des beaux moments humains. Et puis c'est vrai que cette édition, on l'aborde avec le plaisir d'y retourner et puis l'envie de
de continuer à gagner. C'est pour ça que ce bateau a été construit et développé, mis au point. Il a prouvé de belles choses sur le début de saison, en gagnant la première course et puis en étant aux avant-postes sur le Fastnet. Quelques petits déboires de jeunesse qu'on a résolus, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment envie d'y retourner. Voilà, on est un peu en manque de navigation, donc le mental est présent et l'envie est là, donc il n'y a plus qu'à. Merci à tous les deux et bonne chance. Merci beaucoup. Thomas Ruyant, Morgan Lagravière, qu'on retrouvera bien sûr avec ce bateau For People. On passe maintenant à la catégorie des Ocean 50. 6 bateaux au départ le 29 octobre prochain. On va accueillir tout de suite le premier d'entre eux qui va se présenter à nous. C'est Coesio, le bateau de Erwan Leroux, avec Audrey Augereau à ses côtés. Dans quelques minutes, ils vont venir nous rejoindre. Erwan Leroux, 9 participations. Audrey Augereau, ce sera sa première. Elle a connu la filière olympique, spécialisée petits multicoques. Elle va apprendre au contact de ce terrible navigateur, un skipper de talent, 9 participations, je disais 6 podiums, 3 victoires et peut-être une 4e qui permettrait de le faire rentrer dans la catégorie des super vainqueurs. On va voir parce que pour l'instant il n'y en a que 3 qui ont réussi à avoir 4 victoires sur cette transat. Deuxième bateau, le Rire Médecin Lamotte avec Luc Berry et Antoine Joubert. Luc Berry qui avait fini 5e de la dernière édition, c'est en classe 40, c'est sa 3e participation. On les applaudit, mais il change donc de catégorie. Première participation pour Antoine Joubert qui a occupé un rôle central à terre, un duo très complémentaire. Réalité avec Fabrice Caillerc, un nouveau venu. C'est un nouveau bateau sur la classe Ocean 50. Première participation. Il avait créé le bateau Planet Warriors qui a été repris par Erwan Leroux. Et il sera avec un monsieur qui connaît bien la route puisqu'il a fait 2 podiums, même 3 podiums sur ces Transat Jacques Vabre. C'est Émeric Chapelier dont ça sera la 5e participation. Solidaire en peloton maintenant, Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck, des fidèles du circuit. Le concours pour une très belle cause, pour sensibiliser le plus grand nombre à la sclérose en plaques et accentuer la visibilité de la Fondation ARCEP pour porter haut son message « Vaincre ensemble la sclérose en plaques ». Viabilis Océan avec Pierre Quiroga, dont ce sera la 2e participation. Le sudiste a démontré ces dernières années une capacité incroyable à performer. Pierre a remporté la Solitaire du Figaro en 2021. Et désormais, il est skipper de l'Ocean 50 avec le soutien du team BE Racing et avec Ronan Tressard qui sera à ses côtés. Première participation pour lui, ils se connaissent bien depuis leurs années Figaro. Les deux amis se retrouvent ensemble pour une transat pour la première fois. Un mois intense de prépa encore, enfin 26 jours, pour être prêt au bon moment et remporter peut-être une victoire. On verra ça. Et enfin, un dernier bateau primonial avec Sébastien Rogue et Jean-Baptiste Gelé qu'on accueille. Sébastien Rogue, vainqueur de la dernière édition. C'était avec Mathieu Souben et il va défendre donc son titre avec un nouveau bateau. Bienvenue messieurs et on va dire un mot avec vous. Avec vous, Sébastien. L'autre, il est à la maison, il s'installe, il va mettre la main sur... Je vous en prie, il y a une petite place. On n'a pas le droit de toucher, vous savez, ça porte malchance. Attention, c'est péché, ça. Sébastien, on va se retrouver dans quelques jours, dans quelques semaines quand même, dans la plus belle baie du monde, celle de Fort-de-France, que vous connaissez, puisque c'est celle de votre victoire en 2021. Qu'est-ce que vous retenez de cette arrivée, Sébastien ? Un super moment, ça a été déjà une énorme bataille en Ocean 50 qu'on a eu il y a 2 ans la chance de remporter. Et en plus, on a eu le petit plus d'arriver premier bateau qui est extrêmement rare pour un Ocean 50 et on a pu goûter à un moment assez incroyable, c'était chouette. Vous étiez aux côtés de Mathieu Souben, on le rappelle, pour cette victoire. Quelles ambitions cette édition avec ce nouveau bateau? Racontez-nous. C'est sûr que le scénario change un petit peu par rapport à 2021. On a un bateau qui est tout neuf, qui vient d'être mis à l'eau. Donc on commence à l'apprendre. Je pense qu'on continuera à en savoir plus pendant la Transat Jacques Vabre. Pour l'instant, il a l'air fiable et performant. Donc on verra comment est-ce qu'il va tenir face à une concurrence acharnée sur les autres bateaux. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Et place maintenant
à la 4e classe, les ultimes bien sûr, et vous allez le voir, ils seront 5 à en découdre. Et le premier d'entre eux qui va venir nous rejoindre maintenant, et on va l'accueillir comme il se doit, c'est Actual Ultime 3 avec son skipper Anthony Marchand, avec son co-skipper Thierry Chabani. Anthony Marchand qui prendra pour la première fois les commandes de ce bateau en tant que skipper principal après avoir pris la place de Yves Le Blébec. Et puis à ses côtés, Thierry Chabani, le navigateur recherché par toutes les équipes, un navigateur de talent, un beau duo qui vont partager une belle aventure ensemble. Bonne transat, messieurs. Un joli duo à suivre également avec Banque Populaire. On va accueillir Armel Lecléache et Sébastien Josse. Ils viennent de remporter la 2e édition des 24 heures ultimes. Lecléache qui est ici pour sa 8e participation. Les précédentes surtout en IMOCA avant un tour du monde en solitaire. Il est donc bien accompagné avec l'expérimenté Sébastien Josse. Et puis nous allons maintenant accueillir Sodebo Ultime 3 avec Thomas Coville, dont ce sera la 8e participation. Et on se rappelle, une victoire dès la première participation et une 2e en 2017, en ultime cette fois-là. Et à ses côtés, un fidèle avec Thomas Rouxel qui sera à ses côtés pour repartir de plus belle avec cette ultime. Ils fêteront les 25 ans de fidélité avec leurs partenaires. La fidélité, c'est un mot important pour Thomas Coville et ils nous le prouveront, on est sûr, pour être fidèles à la victoire. On l'espère pour eux. SVR, Lazartigue maintenant, François Gabard et Tom Laperche, on va les accueillir. François Gabard, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2015, 2e de la dernière édition avec Tom Laperche. Ils repartent ensemble et c'est une belle histoire de transmission qui se poursuit. Et puis nous allons accueillir le dernier ultime, mais le tenant du titre, c'est le bateau, le Maxi Edmond de Rothschild, avec Charles Caudrelier, dont ce sera la 7e participation, 4 podiums. Et lorsque Charles va au bout de la Transat Jacques Vabre, ce sont 3 victoires et une place de 2e sur 3 supports différents. Il va venir nous rejoindre, peut-être une 4e victoire cette fois-ci. Et à ses côtés, eh bien, il aura celui qui assure généralement le routage à terre, mais qui sera à ses côtés, spécialiste de la météo, 2 tours du monde à son actif, une Volvo Ocean Race, une tentative de trophée Jules Verne. C'est monsieur Erwan Israël. Merci Erwan d'être avec nous. On va garder un peu Charles si vous voulez bien. Venez, on va se rapprocher du trophée. Voilà. Charles, pour vous poser quelques questions, on le disait, il y a ce record de 4 victoires à aller chercher. C'est un beau challenge. Ouais, bah, de toute façon, on a toujours envie de gagner des courses, tous on est là pour ça, et voilà. Et puis en plus, Franck, avec qui j'étais, en a 4, et j'aime bien essayer de faire mieux que lui, donc j'aimerais bien gagner et qu'il gagne pas, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas ce que je lui souhaite quand même. On verra, oui, effectivement, Franck Hamas qui était à vos côtés sur la dernière édition. Cette fois-ci, c'est Erwan qui sera à vos côtés. Généralement, vous l'avez dans l'oreille, vous l'avez à la radio pour vous donner des conseils. Lui, il est au chaud, tranquille, pour regarder les cartes. Enfin, il suit le même rythme que vous, mais dans d'autres conditions. Là, cette fois-ci, vous l'aurez à vos côtés. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est à terre et quelqu'un qui est à vos côtés? Ça change quelque chose dans les échanges? Je préfère quand il est à bord. Il est souvent à bord, hein, parce qu'on vous êtes en équipage. En équipage. J'en ai fait d'autres avec lui sur d'autres bateaux. Donc, je préfère quand il est à bord. Il est très efficace, redoutablement efficace. Donc je suis ravi de partir avec lui. Là, il n'a pas un job facile, hein, il doit remplacer Franck, mais il le fait très bien. Et on le retrouvera à vos côtés. Il saura calmer vos angoisses, vos inquiétudes quand vous êtes seul à bord du bateau, parce que des fois, on sait que quand on est seul, on gamberge un peu plus. Là ça permettra de gamberger à 2. Ouais. Je sais pas si c'est pas facile pour lui. Ça va être la grosse partie. Naviguer, il sait. Me calmer, je sais pas. On vous retrouvera en tout cas pour cette nouvelle aventure sur la Transat Jacques Vabre. On le rappelle, tenant du titre, Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild. Merci beaucoup. Merci voilà pour cette présentation de tous les équipages. Et je vous le rappelle, cette année, nous fêtons les 30 ans de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et je vais vous proposer de revivre les plus grands moments de cette histoire en images avant d'accueillir Vincent Rioux et Franck Hamas. Regardez. 31 octobre 1993. 13 bateaux quittent les côtes normandes. Direction la Colombie. Fallait-il un petit grain pour lancer une nouvelle transat? Partir du Havre, premier port caféier de France, est une évidence. Surtout quand le partenaire s'appelle Jacques Vabre. La route du café est aidée. Paul Vatine, l'enfant du pays, remporte sa première grande victoire. C'était il y a 30 ans. En 2023, ils seront 100 bateaux, mais 200 marins sur la ligne de départ. Eh oui, la route du café se court en double.
L'addition des talents, c'est l'ADN de cette course pas comme les autres. Au ponton, deux skippers se tapent dans la main. Sur l'Atlantique, deux cœurs vaillants tracent une route commune. À l'arrivée en Martinique, les regards échangés ne trompent pas. Au palmarès, on ne retient pas des noms, mais des couples, des tandems, des duos, des pairs. Paul Vatine et Roland Jourdain, Franck Camas et Steve Ravussin, Yves Parlier et Éric Tabarly, Loïc Perron et Jean-Pierre Dick, Charlie Dalin et Yann Eliès, Antoine Carpentier et Pablo Santurne, Franck Yves et Kevin Escoffier, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Tous les 2 ans depuis 1993, ces couples et tant d'autres ont rendez-vous avec l'Atlantique. La course grandit, mais l'océan est toujours immense sur la plus longue des transats. En mer, le café est tour à tour moulu, frappé, léger, amer, corsé. En 30 ans, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre a tout connu. Et elle a encore tant à découvrir. Merci d'accueillir Franck Camas et Vincent Rioux qui vont venir nous rejoindre maintenant pour évoquer justement ces 30 ans de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bonjour messieurs, bienvenue. Tenez, je vous donne... Alors, je sais plus... Voilà. Ça va les garçons, tout va bien? Alors, c'est le retour des vieux, c'est ça? Un petit micro, oui, c'est ça, voilà. Okay. Attends, non, on va évoquer les vieux souvenirs. Non, on va surtout vous demander un petit peu, Vincent, vous qui étiez lors de la première édition au départ, vous avez remporté 2 fois la victoire sur cette Transat Jacques Vabre. Mettez-vous au centre, qu'on puisse vous admirer et profiter de votre présence un peu. Qu'est-ce que vous retenez et que vous n'oublierez jamais dans cette Transat Jacques Vabre? Et puis, qu'est-ce que c'est que la Transat Jacques Vabre pour vous? La définition que vous donneriez à quelqu'un qui n'a jamais vu cette course et qui ne l'a jamais pratiquée? Alors, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est plein de choses en même temps, hein, parce que pour moi, c'était les débuts de la course au large. J'ai fait effectivement la première édition en 93 et c'est la première fois que je traversais l'Atlantique en course. J'étais tout jeune, donc c'est un super souvenir pour moi. Après, c'est un endroit où j'ai appris plein de choses, parce que j'ai quand même mis 20 ans à la gagner derrière. Donc il y a quand même un chemin à parcourir pour réussir à gagner une course comme celle-là, parce que c'est une course où il y a plein de matchs de très haut niveau. Et puis après, voilà, c'est un des endroits de France, le Havre, que j'apprécie fortement, parce que j'ai une vraie attache. À vrai dire, j'ai deux autres ports d'attache en France que le mien, là que tu dis, c'est les Sables d'Olonne et le Havre. Effectivement, puisqu'on le sait, hein, vous avez aussi remporté le Vendée Globe. Un souvenir en particulier, quelque chose vraiment que vous n'oublierez jamais, une image quand on parle Transat Jacques Vabre, il y a un souvenir particulier? Je crois que le plus grand souvenir que j'ai, c'est quand je suis arrivé à Carthagène la première fois en 93, où c'était vraiment un choc, parce que moi, quand on rentrait dans cette baie magnifique, on traversait un petit canal où il y avait des peuples primaires qui vivaient sur les berges. Et donc, c'était assez étonnant comme image, nous qui arrivions avec ce qui était à l'époque des machines de technologie, à la rencontre de ces gens qui vivaient de pêche sur des pirogues au bord d'une baie en Amérique du Sud. Je crois que c'était une image qui m'a beaucoup marqué sur cette transat. Franck Camas, je me tourne vers vous. J'ai pas de questions, je vais vous laisser répondre tout simplement à Charles Caudrelier qui vous a un peu chauffé là il y a quelques instants. Il y a du match, hein? Il a peur, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est bien s'il a un peu de stress avant de partir. Non, vous pouvez devenir le plus titré de l'histoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, j'y pense pas du tout. J'y penserai peut-être 1 heure avant l'arrivée si je suis avec Jérémy dans cette situation, et ça sera tant mieux, ça sera un bon moment. Qu'est-ce qu'elle représente cette Transat Jacques Vabre pour vous? Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est la Transat à laquelle j'ai le plus participé. C'est vrai que ça revient tous les 2 ans, c'est une récurrence assez forte, et je trouve que c'est génial de lier 2 profils, 2 skippers ensemble avec une expérience différente. Et je pense que j'ai appris le plus de choses en mer, c'est pendant la Transat Jacques Vabre et avec mes équipiers, mes co-skippers. Et ma première transat, c'était en 99, j'étais avec Steve Ravussin. Moi, je débutais le multicoque, lui, il avait un peu plus d'expérience dessus.
Par contre, c'était une édition difficile. C'est lorsque Paul Vatine a disparu. Il y avait une énorme dépression au milieu de l'Atlantique. Et donc, voilà, c'est des moments forts dont on se souvient. Et puis, j'étais arrivé à Carthagène également cette année-là. Et c'est très sympa aussi d'avoir des parcours différents. On change à chaque fois. La météo change, l'ambiance à l'arrivée change beaucoup également. Donc, et voilà, ça s'est vachement développé depuis le siècle dernier. Et au Havre, c'est vraiment énorme maintenant, le départ de la Transat. Et c'est toujours un super moment. Merci, messieurs. Merci à tous les deux. Vous êtes On arrêtés était ravis quelques de vous instants. entendre. Vincent Rioux qui partira donc en classe 40 sur cross-call et en IMOCA pour Franck Camas aux côtés de Jérémy Bayot sur Charal. 30 ans plus tard, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est de plus en plus dynamique grâce à un duo inédit de partenaires qui l'ont construite patiemment. Je veux bien sûr parler de la ville du Havre et la marque Jacques Vabre. Je vais demander à Vincent Prolongeau de venir nous rejoindre, le président de l'association Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et le président de JDE France, ainsi que monsieur Édouard Philippe, maire du Havre, président de Le Havre Seine Métropole. Ils vont venir nous rejoindre sur scène. Bienvenue. Bonjour messieurs. On vous laisse vous installer si vous le souhaitez. Installez-vous, je vous en prie, prenez place. Installez-vous confortablement. Édouard Philippe, je me tourne vers vous. 30 ans après sa création, les Havrais, on l'imagine, sont toujours aussi fiers et heureux d'accueillir les plus grands skippers de la course au large. Ils sont plutôt de plus en plus fiers et de plus en plus heureux, pour être honnête. Parce que ceux qui étaient là en 93 se souviennent que c'était un petit village, il n'y avait pas beaucoup de bateaux, il y avait déjà une bonne étincelle d'enthousiasme. On n'avait pas encore réussi à l'époque, c'était normal, c'était le début, à convaincre la totalité des Havrais, et peut-être au-delà des Normands, que ce qui se passait là, que la création de cette transat, c'était une merveilleuse occasion de rappeler que le Havre n'est pas simplement un port de commerce, mais une ville sportive, une ville nautique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une adhésion très très importante. On fait entre 500 000 et 600 000 visiteurs sur le village pendant la semaine. Et les Havraises et les Havrais, ils attendent. Ils attendent le village, ils attendent les bateaux, ils attendent les skippers, ils sont contents de vous rencontrer, ils ont hâte. Ils sont très fiers. C'est un beau succès dans la durée. Et voilà. Alors simplement, on a encore 26 jours à attendre, quoi. Donc dépêchez-vous. Est-ce qu'il y aura une grande fête, parce que c'est le 30e anniversaire, j'imagine qu'il va y avoir une fête un peu spéciale cette année. Ouais, on va faire une grande fête. Ouais. On va faire une grande fête. Alors on va d'abord. J'adore le côté. On va faire une grande fête. Et un côté. Maintenant que je vous l'ai demandé, vous êtes obligé de me dire que vous allez faire une grosse fête. On va faire une grande fête, au sens où, d'abord, on a essayé de faire en sorte que le village soit un village un peu plus, comment dirais-je, on a essayé de le rendre un peu plus populaire et peut-être un peu moins institutionnel, si vous me passez cette expression, parce que ça doit rester d'abord et avant tout une fête. Ensuite, on a essayé de proposer, évidemment aux Havraises et aux Havrais, mais en fait à tous les habitants de la métropole et au-delà, de venir découvrir vraiment la voile. Parce que le pire qui pourrait arriver à la Transat, ce serait de rester dans une forme d'entre-soi entre les gens qui aiment la voile et qui le savent. Et ce qui est important, c'est d'en profiter, enfin pour moi c'est assez important d'en profiter pour donner des envies, pour faire découvrir ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que la technique, la technologie, et ce que c'est que finalement ce sport exigeant et assez merveilleux. Donc il y aura des régates pour étudiants, il y aura des découvertes pour les plus âgés, il y aura des découvertes pour les enfants, il y aura des feux d'artifice, la bière devrait être fraîche, le café devrait être chaud, bref, tout ça devrait bien se passer. Un petit mot, Vincent Prolongeau. On évoque le Havre, mais on va aussi évoquer la Martinique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, justement, cette arrivée de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre en Martinique? Alors, comme vous signaliez, monsieur le maire, c'est vrai que c'est une grande histoire, mais qui a toujours eu une forme de constance, avec une croissance incroyable. Et je crois qu'il y a 30 ans, ceux qui l'ont initié ne pouvaient pas rêver d'avoir près de 100 navigateurs ce coup-ci pour partir. La logique a toujours été de retracer une route du café avec un ancrage sur Le Havre, le plus grand port caféier de France. Et puis après, la destination a pu changer. Ça a été le Brésil, ça a été la Colombie, Costa Rica et la Martinique. Alors la Martinique, on peut être étonné parce que ça n'est pas une grande terre de café aujourd'hui, mais elle le fut. Et elle a même été à l'origine de tout. Et c'est vrai que, petit clin d'œil de cette année en plus, il y a un descendant de Gabriel de Quillieu, c'est quand même incroyable comme histoire, qui va partir sur cette transat comme il y a plusieurs siècles. Il était parti avec
3 plants d'Arabica typica cultivés dans les jardins de Louis XIV, et il avait amené ça à la Martinique, qui avait été le berceau du café en Amérique. Et puis après, ça s'est étendu bien au-delà, et parfois, comme ça arrive, il a un peu oublié son berceau de naissance. Et c'est là où le groupe JDE, donc qui a la marque Jacques Vabre, a aussi souhaité réinitier toute cette filière de café qui fait partie de l'histoire de la Martinique et qui avait été oubliée. Donc on a amené notre aide financière et notre expertise pour redévelopper à la fois les formations qu'il fallait pour respecter les spécificités agronomiques locales, pour aussi pouvoir lutter contre les ravageurs ou les maladies possibles, pour avoir un terrain qui accueille bien le café, pour pouvoir replanter, etc. Tout notre travail, je dirais, on le fait là-bas, et avec l'aide aussi localement du parc naturel de Martinique, et qui, eh bien, on a réussi à réinitier ça. Et maintenant, c'est un défi de faire en sorte qu'il y ait une pérennité, qu'au-delà de la Transat, effectivement, on laisse une graine qui va pousser, qui va en amener beaucoup d'autres. C'est une jolie image. Edouard Philippe, un mot sur cette collaboration avec Jacques Vabre qui dure depuis 30 ans. C'est une belle histoire qui dure. Oui. Dans mon métier, on dit que quand on est des amis depuis 30 ans, il faut commencer à se méfier. Mais à mon avis, on ne dit pas ça dans la voile. Donc il faut au contraire s'en réjouir. Non, pour être très sérieux, Jacques Vabre a changé plusieurs fois de propriétaire et donc d'actionnaire. Et la ville du Havre a changé quelques fois de maire. Et donc ça veut dire que les circonstances ont changé. Et pourtant, en 30 ans, systématiquement, et même dans les moments où c'était dur, et je peux vous dire qu'il y en a eu, pas du tout à cause de l'autre partenaire, mais parce qu'on a parfois fait des changements de pied un peu acrobatiques sur l'endroit où on allait arriver, parce que c'est pas simple d'organiser cette course. Systématiquement, pendant 30 ans, on a réussi à travailler grâce à un partenariat intelligent, en se faisant confiance. Il y a une boîte privée, il y a une collectivité territoriale. N'empêche qu'on se comprend, on se fait confiance, on prend des risques ensemble. Quand ça tangue, on tient ensemble. Et d'une certaine façon probablement moins risquée et moins spectaculaire, d'une certaine façon, on est assez dans l'esprit de la Transat. Nous aussi, on travaille à deux. Vincent Prolongeau, justement, on va fêter ces 30 ans. Quelles sont vos attentes de cet événement des 30 ans ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous espérez ? Alors tout d'abord, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que la navigation et la politique, c'est quand même, heureusement pour nous, 2 mondes différents. C'est pourquoi je crois que ces 30 ans vont pouvoir succéder ou présager 30 autres années. Depuis l'origine, ce qu'il y a quand même de fabuleux dans ce projet, c'est qu'on a su constituer des duos qui réussissent. Ça a commencé par le duo de fondateurs de cette Transat, puis ça sera cette idée d'envoyer des skippers en duo. Nous avons même récemment nommé des directeurs généraux en duo, Antoine et Gilda aussi, et il y a cette conviction profonde que la diversité, que l'intelligence collective peut permettre d'aller plus loin, et dans une convivialité qui sera aussi magnifiquement incarnée par le village du Havre, enfin par le village au Havre, excusez-moi. Oui, c'est mieux de le dire comme ça. Oui, c'est mieux. Donc effectivement, cette grande ville du Havre, un magnifique village de la Transat. Voilà. C'est ce que je voulais exprimer. Et derrière, je crois qu'aussi, cette Transat a réussi à incarner des spécificités dans le monde de la voile. Et par exemple, ça a été une des premières à mettre en avant la RSE en 2009. Avec tout ce que ça comportait, d'intégration des hommes et des femmes, d'intégration des différences, des cultures, mais aussi avec cette idée du calcul de l'empreinte carbone, qui était à l'époque un peu précurseur et qui n'était pas aussi connu partout. Et aujourd'hui, ça fait partie des soucis aussi au village que de sensibiliser, d'avoir cette approche pédagogique de toute la portée RSE de nos actions en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Et au niveau des navigateurs, on sent qu'il y a une résonance très forte. Et je crois que la Transat Jacques Vabre a réussi à incarner cela. Et donc cette 30e édition, je pense aussi, va permettre de poursuivre et de cultiver ces racines qui sont profondes et qui nous donnent une identité. Et je dirais le dernier élément, on a souci qu'il y ait
une notion de convivialité, une notion populaire dans notre événement, dans notre consommation de café. Et je crois que ça le sera au Havre et ça le sera en Martinique aussi. Et il y a eu ce souci des deux côtés de vraiment cultiver la dimension conviviale de cette transat qui va tellement bien avec ce monde de la voile. Messieurs, on va accueillir maintenant Aline Louisy-Louis, vice-présidente de la région Normandie en charge des sports, de la jeunesse et du nautisme, parce que la Transat Jacques Vabre est devenue en 2019 la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bienvenue à vous. Je vous laisse prendre un micro et nous raconter comment la région est impliquée aujourd'hui dans l'organisation de la course. La région a rejoint l'organisation et j'en suis très fière aujourd'hui d'être présente pour représenter la région. Naturellement, Édouard Philippe disait que Le Havre n'est pas qu'un port effectivement de marchandises. La Normandie, c'est 640 km de côte. Donc on est très investi pour la découverte pour nos jeunes aussi, dans le cadre des classes nautiques, de la découverte effectivement de la navigation. Et on a quelques skippers, Guillaume qui est là et que je remercie particulièrement d'avoir été un très bel ambassadeur pour la Normandie avec le bateau. Il va passer la main, voilà, et je lui souhaite bon vent pour l'avenir. Mais on a aussi d'autres skippers comme Jérémy Mion qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc on est extrêmement investi sur le sport de haut niveau. Et pour moi, la Transat Jacques Vabre, c'est l'ultime, l'événement qui permet de faire rayonner la région Normandie et de montrer aussi aux jeunes Normands que tout est possible. Voilà, et donc c'est important. Merci à tous les trois. Je vous laisse redescendre et on se retrouvera tout à l'heure pour la photo finale. Merci. Et vous avez parlé d'eux. On va appeler à présent le duo de directeurs de cette Transat Jacques Vabre. Je vous demande d'accueillir Gilda Gauthier et Antoine Robin qui vont nous rejoindre sur scène. Et vous pouvez aussi les applaudir. Bienvenue, messieurs. Je vous laisse prendre un micro et... Gilda, je vais me tourner vers vous d'abord, co-directeur de cette Transat Jacques Vabre qui a été labellisée événement éco-responsable. On en parlait il y a quelques instants, dès 2009. Le sujet de la responsabilité est au cœur de votre démarche. Quelle est la raison d'être de la Transat Jacques Vabre ? Oui, alors c'est vrai que Vincent Prolongeau le soulignait tout à l'heure. La Transat Jacques Vabre a été pionnière dès 2009. On a construit toute une stratégie de diminution de nos impacts. Pour avoir un événement éco-conçu, éco-géré et intégralement compensé. Et on s'est dit que c'était peut-être pas suffisant de diminuer nos impacts et on a cherché à inscrire un peu en lettres d'or dans les statuts de l'association Transat Jacques Vabre une raison d'être que vous voyez ici. Raison d'être qui a été mûrement réfléchie. On a porté une vraie réflexion autour de ça. Déjà, on voulait, comme l'a rappelé Édouard Philippe, un événement populaire, et c'est dans l'ADN de l'événement. On voulait aussi, et là où peut-être on est le plus pertinent, c'est qu'un événement comme la Transat Jacques Vabre, c'est une plateforme d'engagement. On parle à énormément de gens, on parle du grand public, on parle à des fans. Et en fait, on souhaite, à travers l'imaginaire de la course au large, entraîner le plus de monde possible dans cette problématique et dans ce souci de la préservation de notre environnement océanique et terrestre. Quels sont vos principaux engagements en matière de RSE ? Alors, sur cette édition... On a toujours une stratégie de 360 degrés pour diminuer nos impacts. Mais à l'analyse du bilan carbone de l'édition précédente, on s'est rendu compte qu'on devait vraiment faire un effort énormément sur les visiteurs qui viennent, heureusement, mais nous visiter dans le village du Havre, dans le village de la course au Havre, qui représentait 80% de notre impact carbone en 2021. Et on a initié une nouvelle démarche qu'on appelle les tickets verts pour offrir à tous ceux qui viennent en transport collectif, en bus, en train, qui viennent en tramway, qui prennent leur vélo ou une trottinette pour venir sur le village, une expérience particulière et des cadeaux sur le village. Ça, c'est le premier point. Et on cherche vraiment à favoriser, avec la SNCF, avec l'ensemble des transporteurs, une démarche, une autre manière de venir découvrir la course, découvrir les skippers. On a aussi le souci de laisser un héritage. On a le souci de laisser un héritage à travers toutes les actions qu'on fait, à travers l'équipe pédagogique, l'enfance, la jeunesse, qu'on cherche aussi à convaincre de la nécessaire préservation de l'environnement.
Mais à travers ce souhait-là, on a aussi adopté un partenariat avec l'UNESCO, on est très fiers, le Malan Biosphère, et notamment la réserve mondiale de biosphère de Martinique. Et à travers ça, on participe dès à présent à une action avec Assomer pour replanter, revivifier les récifs de la Martinique. Voilà. Donc on a évidemment toute une foule d'actions, mais je voulais mettre le focus sur quelques-unes de nos actions. Un petit mot justement, vous évoquiez le village Gilda, un village qui s'annonce assez exceptionnel cette année pour les 30 ans. Oui, on a un village, on a 30 ans, on a énormément de concurrents, donc évidemment on a un village qui a pris cette taille-là. Vous découvrez ici le plan d'amarrage qui sort pour la première fois. Vous voyez qu'on a poussé les murs, on a mis les IMOCA perpendiculaires au quai, et on aura un village assez grand. Et comme le rappelait Édouard Philippe, on a vraiment travaillé pour avoir un village le plus expérientiel possible. Et on remercie d'ailleurs les teams, les classes qui ont joué le jeu, pour offrir l'expérience course large au plus grand nombre, évidemment toujours gratuitement et à tous les publics. Alors je vais me tourner vers Antoine Robin, peut-être pour nous dire un petit mot du programme des festivités qui nous attend, parce que maintenant on sait où ça va se passer, et qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, juste avant, rappeler que ce village va accueillir quand même 70 exposants sur une surface de 23 500 mètres carrés. C'est à peu près la même surface qu'en 2021, mais avec un peu moins d'espace d'hospitalité à quai, pour laisser justement plus de place au public et aux animations à sa destination. Puis également une centaine d'entreprises locales engagées dans le Club Transat Jacques Vabre. Et on l'a annoncé tout à l'heure, on attend environ, on le souhaite, 600 000 visiteurs pour ces 10 jours de village. Et donc un programme très fourni pour fêter ces 30 ans. Notamment le premier jour, dès l'ouverture, le vendredi 20 octobre, on va dévoiler des plaques commémoratives pour célébrer tous les vainqueurs des 15 éditions précédentes, donc qui seront positionnés sur le quai de la Réunion, en plein village. Donc dans le cours de l'après-midi, on va les inaugurer, et le soir, vous serez tous conviés à la soirée officielle des 30 ans pour célébrer l'anniversaire de cette course au Magic Mirrors. Le samedi, très très gros programme avec l'inauguration du village en présence de monsieur Édouard Philippe et tous les membres fondateurs et organisateurs de l'association Transat Jacques Vabre. La présentation des équipages, on commencera par les Ultimes et les Ocean 50. Nouveauté, mon cher Olivier, vous serez à bord des bateaux ou à proximité des bateaux. Pas sur toute la course, juste pour le départ, on est bien d'accord? Non, juste sur le ponton pour présenter au public, et avec une retransmission en direct sur grand écran et sur les réseaux sociaux. Puis les IMOCA dans l'après-midi. Et le soir, on aura une nouvelle fête, alors celle-là ouverte au grand public, c'est le concert des 30 ans de la Route du Café, avec 3 artistes, un groupe havrais, un groupe martiniquais et un groupe de reprise des années 90, pour se rappeler cette belle époque. Le dimanche, on continue avec les 6 km de la Route du Café, course à pied ouverte à tous. Évidemment, messieurs, mesdames les skippers, vous êtes tous les bienvenus, mais ça sera ouvert à tout le public, bien entendu. Et puis la présentation des équipages classe 40 dans les mêmes conditions, l'après-midi. Ensuite, on a voulu mettre l'accent sur 2 baptêmes en particulier. Donc, nos projets Cap Pourel, NJ, DFDS, Brittany Ferries, ce sera le lundi 23 et le vendredi 27 ou peut-être samedi 28, c'est en cours de réglage, le baptême de Google Chrome de notre duo du virtuel au réel. Et bien sûr, le samedi soir, un feu d'artifice à 20h pour ne pas rater le grand match de 21h. Bien évidemment. Je n'en dis pas plus. Cette belle finale. Alors évidemment, il n'y aura pas que ces 2 baptêmes. On compte aujourd'hui a priori une dizaine de baptêmes sur les 10 jours. Il n'est pas impossible qu'il y en ait encore 1 ou 2 qui se déclarent d'ici là. Donc beaucoup d'animations sur le ponton d'honneur. Une journée de sensibilisation pour les scolaires dès le vendredi avec la ville du Havre. Beaucoup d'enfants qui vont venir se promener sur toutes les installations du village. Des conférences quotidiennes au pavillon des initiatives positives pour partager toutes les initiatives montées par tous les acteurs de la course au large autour de la RSE. Des baptêmes de voile comme d'habitude, et puis la retransmission des matchs de Coupe du Monde, bien sûr, pour les fans de rugby. Qui vous tiennent à cœur, on le sait, Antoine. Quel programme? La Transat Jacques Vabre, bien sûr, ce sont 2 membres partenaires fondateurs, un duo de partenaires fondateurs, mais pas que. Non, et il faut rappeler que tous ces programmes, tout cet accueil qu'on vous réserve se fait grâce à l'apport de nos partenaires qu'on remercie aujourd'hui
très fortement, bien évidemment, nos partenaires fondateurs, la Ville du Havre et la marque Jacques Vabre, pardon. Vous verrez que le duo public-privé est assez présent dans tous nos partenariats. Donc on a également notre partenaire organisateur, la région Normandie, notre destination officielle, la Martinique, notre partenaire cause, dont Gilda a parlé, l'UNESCO, Martinique, réserve de biosphère, mais également des partenaires principaux, la BRED et CMA-CGM. Nos partenaires officiels, où on retrouve aussi bien des partenaires martiniquais que normands, public-privé également, nos fournisseurs officiels, merci à eux, nos partenaires médias, partenaires institutionnels et fournisseurs techniques. Donc merci de les applaudir pour le soutien qu'ils nous apportent et qui permet à cette course de continuer à grandir et de fêter ses 30 ans. Et merci à vous deux. Et on peut vous accueillir, vous applaudir, vous aussi. Merci beaucoup. On vous laisse redescendre et accueillir du coup et on va continuer. Le président de la Fédération française de voile, Jean-Luc Denéchaud, qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. Bienvenue. Il y aura 95 projets engagés sur cette édition de la Transat Jacques Vabre en tant que président de la Fédération française de voile. Moi, j'imagine que vous êtes ravi de ce dynamisme. Bah oui, c'est très, très dynamique. On a la chance d'avoir une course au large qui se porte bien, en passant de la classe mini, Figaro Béné 3, classe 40, IMOCA, Ocean 50, Ultime. Donc forcément, pour le président de la fédération que je suis, c'est à la fois une joie, mais un devoir aussi, puisqu'on accueille de nombreux partenaires qui ont envie de partager les valeurs de la voile. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, notre sport, c'est aussi d'être au milieu d'une industrie technique. Et donc, c'est aussi le savoir-faire, le très grand savoir-faire de la France dans la course au large, et qui après, je dirais, irradie un petit peu le monde entier, et qui se retrouve aussi après pour le grand public. Alors, il y a beaucoup de projets au départ de la course qui portent des couleurs d'associations, on en a parlé, qui défendent des valeurs environnementales, sociales, l'engagement RSE. C'est un axe fort du conseil d'administration de votre fédération. Ça va dans le bon sens ? Oui, je crois que ça a été évoqué. C'est une préoccupation de beaucoup de skippers et de navigateurs, puisque par définition, évidemment, notre terrain de jeu, on voit bien de quelle façon il est impacté. Donc le souhait de la fédération, ça a été aussi de pouvoir fédérer toutes ces initiatives et d'essayer que tous ensemble, on puisse présenter à la société ce qu'on peut faire. Et donc, je peux déjà vous donner rendez-vous le 8 décembre, puisqu'on aura les assises environnementales de la course au large, où tous les parties prenantes, que ce soit évidemment les skippers, les industriels, les team managers, les partenaires, on a travaillé, c'est quelque chose qui a commencé. On a eu beaucoup d'interviews dans l'ensemble du public pour qu'on puisse se dire, voilà, pour être au rendez-vous des accords de Paris en 2030, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire tous ensemble. Voilà, donc c'est un challenge, et ce challenge, je suis content de l'entendre, on est prêt à le faire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Denéchaud, président de la Fédération française de voile. On va maintenant revenir sur la course et les parcours et mieux comprendre ce qui attend les marins et les skippers de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec le directeur de course qui va venir nous rejoindre, monsieur Francis Le Goff. Francis, merci d'être là. Les inscrits, il y en a beaucoup, une Transat record, encore une fois, 95 équipages, soit 20% de plus qu'en 2021. C'est un super programme qui nous attend. On va parler justement du programme sportif au Havre. On a entendu parler de beaucoup de choses qui allaient se passer au Havre. Tout d'abord, on va accueillir l'ensemble de ces bateaux dès le jeudi 19. Pour 16h, tout le monde doit être à quai dans les différents bassins, et les équipes de la Fédération française de voile vont venir, comme d'habitude, contrôler l'ensemble des bateaux du point de vue de la sécurité. C'est important de savoir pour tout le monde qu'ils partent dans les meilleures conditions, évidemment, pour concourir, mais en cas de difficulté, qu'ils puissent être à même, et que nous aussi, à l'organisation, puisse être à même de leur venir en aide si nécessaire. Donc c'est une période qui est assez contraignante pour eux, mais nécessaire. Il y a des participations à des baptêmes de voile aussi.
Oui, auparavant, on faisait sortir les bateaux pour un prologue avec une flotte de 95 bateaux. C'est difficile, il y a des écluses à passer et c'est toujours un peu stressant pour les marins la veille d'un départ de partir en mer. Donc là, on les invite à venir participer à un baptême. Et puis c'est vraiment très très sympa parce que l'an dernier, on avait déjà initié ce genre de baptême. Ils viennent quand ils veulent, il n'y a pas de contraintes dans la semaine. Et puis peut-être ils navigueront avec des étudiants, peut-être avec une famille. Et c'est toujours un moment remarquable pour celui qui voit arriver un skipper. Donc voilà, on sera attentif à ce que vous puissiez venir nous rejoindre sur le bassin de l'Eure pour venir partager une petite demi-heure de votre temps avec le grand public qui vient sur le village. Profitez de vos bateaux, profitez de vous et en attendant la course. Donc il y a les 10 jours de préparation au Havre. Et puis on va peut-être parler de ce fameux dimanche 29 octobre. C'est le jour qu'on attend tous, le jour du départ. Plusieurs innovations cette année, Francis. Oui, 95 bateaux sur une même ligne, ça nous paraissait compliqué d'un point de vue sécurité, d'un point de vue également du contrôle de la visée de ligne. Mais aussi, on s'est dit que c'était sûrement une des bonnes occasions de mettre en lumière l'ensemble des classes et que chacun du direct télé puisse bénéficier d'une douzaine de minutes uniquement réservées à chacune des classes. Donc, partiront d'abord les ultimes parce que c'est les plus rapides. Suivront les Ocean 50, 12 minutes après, et comme ça, toutes les 12 minutes. Les IMOCA en 3e départ et enfin la classe 40. Ensuite, Francis, cette année, vous avez proposé aussi 4 départs différents, mais aussi, j'ai entendu dire, 4 parcours aussi différents. Oui, on va au bout de ce qu'on avait initié lors de la dernière édition. 4 départs, 4 parcours, 4 classes, 4 vainqueurs. Et surtout, un même temps d'effort à la mer. C'était important pour la Transat Jacques Vabre. Je suis aussi attaché à ça, c'est que tout le monde puisse faire le même effort et que celui qui gagne en ultime ait passé au moins le même temps à la mer qu'un classe 40. Voilà, alors on regarde la petite vidéo et on en reparle dans quelques instants. Vous pouvez peut-être nous le décrire même en le regardant. Il va un peu vite alors on va le reprendre après. Mais... Voilà, les 4 classes de bateaux. Les 4 classes de bateaux. Alors là, ils partent en même temps, c'est pas comme ça. Hein, voilà. Pour voir si vous suiviez, c'est voilà. Bon. Donc ils partiront légèrement décalés. Voilà, ils vont partir en décalé. Alors ce qu'il y a d'important aussi à noter, c'est qu'avec ces départs décalés, on peut faire un peu plus d'animation proche du cap de la Hève et d'apporter aussi cette expérience à ceux qui n'ont pas la chance de venir vous voir en mer. Donc il y aura un passage, une porte entre la Hève et une marque et ensuite vous pourrez aller vers Étretat. Et ensuite directement en route vers les différentes marques de parcours un peu plus proches pour les classes 40, la plus éloignée ligne de l'Ascension pour les ultimes, un petit tour du côté de la pointe de Recife au Brésil pour les Ocean 50 et les IMOCA, avant de rejoindre pour tous la Martinique et la magnifique baie de Fort-de-France. Alors pour juste expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas assisté déjà à l'édition 2021, pourquoi faire ce décalage justement pour les bateaux, pour faire vivre une arrivée groupée? Ouais, d'abord pour faire 15 jours de mer à peu près pour tout le monde. Alors c'est pas une science exacte, hein, évidemment, quand on regarde en latitude les différents décalages, il peut y avoir des surprises. Mais d'abord c'est ça, c'est essayer d'avoir le même temps de course à peu près pour tout le monde. Et évidemment d'avoir aussi la même fête et les mêmes retombées médiatiques pour l'ensemble des classes en Martinique. C'est vrai que parfois, les classes les moins rapides n'ont pas cette chance de bénéficier de l'éclairage médiatique parce que le voyage de presse se termine. Là, on espère vraiment, et c'est une des raisons pour laquelle on s'est penché aussi sur ces parcours, que tout à chacun puisse bénéficier des retombées qu'il mérite. Bon, vous savez qu'il faut qu'on réserve nos billets d'avion. Hein. Vous avez une idée de la date à laquelle les bateaux vont commencer à arriver? Oui, bah voilà, ça fait 15 jours de course, 15-16 jours de course. Donc, aux alentours du 13, on ne devrait pas être mal. 13 novembre. Donc, si on veut arriver à temps, on arrive le 10-11. Le 10, hein, c'est bien, ouais, comme ça, on profite un peu de la plage. Des Français, là, sur la baie à Fort-de-France, c'est parfait. Merci beaucoup, Francis Le Goff. Merci à tous. Directeur de course de cette Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Et on en parlait, on va découvrir
découvrir la destination d'arrivée de cette Transat Jacques Vabre. On termine par le meilleur. À destination de la Martinique, on va retrouver Bénédicte Di Geronimo, président du comité martiniquais du tourisme. Mais d'abord, petit avant-goût en images. C'est parti. La plus belle rencontre. Si puissante. Tellement généreuse. Elle vous fait vivre vos plus grandes émotions. Chaque matin, elle vous éveille à une nouvelle vie. Chaque soir, elle vous entraîne sur des rythmes bouillonnants. Des secrets, elle vous en révèle tous les jours. Des mystères, elle s'en entoure à chaque détour. Elle a tout à vous transmettre. Ses richesses, ses passions et même ses traditions. Vous aussi, elle vous offrira tout. La Martinique, elle vous aime. Ça vous plaît, Laurie? Bien, hein? Ça fait envie et on accueille donc Bénédicte Di Geronimo du comité martiniquais du tourisme. Bienvenue, je vous laisse prendre un micro et nous expliquer ce que représente un événement comme la Transat Jacques Vabre pour la destination Martinique. Bien, écoutez, c'est un événement dont la notoriété est évidemment mondiale. Donc cela abonde l'un des axes stratégiques de la Martinique et de la destination Martinique. Il s'agit justement de développer l'événementiel. Donc au travers de cet événement qu'est la Transat, nous avons là un bel événementiel sportif à dimension mondiale, internationale. Et cela donc nous permet également de faire la démonstration de notre capacité à accueillir un tel événement, donc à avoir des infrastructures qui sont au rendez-vous. Et puis il faut tout simplement dire que grâce à ce rayonnement international et donc aux médias présents, c'est une très belle occasion pour la Martinique de voir justement ces très belles images. Et d'ailleurs, nous les avons vues grâce aux différents reportages que vous nous avez ce soir présentés. Nous avons vu de magnifiques images du littoral de la Martinique et cela donc est un objet promotionnel important. Et préalablement à cette table, on parlait de ce village qui sera au Havre, qui est également un bel endroit de rendez-vous entre la Martinique et évidemment ses visiteurs potentiels. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience touristique que la Martinique souhaite offrir à ceux qui la visitent? Ça nous intéresse. Oui, on est intéressés, nous. J'espère que les quelques images que vous avez vues à l'instant vous ont justement inspiré. La Martinique est une destination vraie. C'est une destination vivante, c'est une destination vivifiante, avec énormément de centres d'intérêt, vous l'avez vu au travers de ce film. Donc nous avons une destination qui est sécure, qui vous permet justement d'aller à la découverte d'une culture, d'un patrimoine, d'une histoire et d'une population accueillante et résiliente. Vous avez lancé un produit d'itinérance nautique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Nous disons que l'intérieur, évidemment, de l'île est juste magnifique. Nous avons l'avantage d'avoir un nord et un sud aux paysages très contrastés. Et nous disons que justement, nous avons également un littoral extrêmement contrasté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'il est vraiment intéressant d'offrir et de proposer à nos visiteurs amoureux de la mer, avec ou sans skipper, de louer un catamaran, et donc d'en faire une itinérance. Et à chaque fois, à chacun des points d'arrêt, avoir l'opportunité de rentrer justement sur le territoire. L'avantage de cette itinérance, comme je vous le disais, c'est une découverte extrêmement inédite, sensorielle, très
personnel également de l'île. Et puis, c'est aussi l'opportunité d'avoir l'accès à certaines criques, à certaines anses qui ne sont accessibles que par la mer, que par les talents qui sont ici réunis dans cette salle. Bon, on est convaincus. Oui, on viendra. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous invite à rejoindre la salle. On va continuer à découvrir cette arrivée en Martinique avec monsieur Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, qui va venir nous rejoindre, accompagné de Damien de Longueville, le président de l'association Martinique Transat. Bonjour messieurs. Je vous en prie, prenez place. Monsieur le maire, j'imagine que les préparatifs sont déjà en cours pour cette deuxième arrivée, on le rappelle, à Fort-de-France. Ça se met en place là en ce moment même? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, les préparatifs sont en cours. Les équipes municipales et les équipes de l'association qui organisent l'arrivée sont mobilisées et tout sera prêt et tout sera fin prêt. Et pour ceux qui reviennent par rapport à l'année dernière, vous aurez la surprise de découvrir une magnifique fresque de 1500 mètres carrés sur le village qui a été réalisé en un mois par des artistes graffeurs martiniquais. Vous sentez l'engouement de la population pour cette arrivée de la Transat Jacques Vabre? Nous avons l'engouement des marins du monde de la mer martiniquaise, des écoles de voile, y compris de la voile traditionnelle et de notre yole martiniquaise qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO et qui était ce week-end au Régate Royal de Cannes en démonstration. Et donc nous avons un enthousiasme très fort du monde marin martiniquais et du monde scolaire également qui a hâte de retrouver ses skippers, ses marins et puis le descendant de Desclieux qui nous a amené les premiers plants de café sur le territoire de la Martinique à Fort-de-France. J'imagine que vous attendez des retombées multiples pour cet accueil d'un tel événement. Oui, nous avons des retombées, nous attendons des retombées économiques, nous attendons des retombées en termes de notoriété de la ville. La baie de Fort-de-France est inscrite au club des plus belles baies du monde. Et puis nous attendons des retombées pour l'ensemble de la Martinique en termes de tourisme et retombées hôtelières. Et puis placer la Martinique dans le club très fermé de la course au large. C'est une ambition que nous portons tous autour de cette course. Merci beaucoup, monsieur le maire. Damien de Longueville, je me tourne vers vous, président de l'association Martinique Transat, un des directeurs du groupe GBH, un groupe familial martiniquais fondé par Bernard Ayotte qui s'est développé en Outre-mer et à l'international autour d'activités industrielles, de l'automobile, de la grande distribution. Le groupe GBH et le CMT qui ont créé l'association Martinique Transat pour organiser l'arrivée de la course, qui ont intégré la ville de Fort-de-France et le défi nautique, la structure de Gilles Lamiré. Comment va s'organiser cette arrivée avec ces 95 bateaux, on l'a dit au départ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le défi de l'édition 2023, puisque il y a d'abord plus de bateaux inscrits largement que lors de l'édition 2021, tant mieux. On s'en félicite, mais en plus, il y a des IMOCA qui ont prévu de rester plus longtemps à la Martinique. Bon, donc on va être obligé. On a prévu déjà d'ajouter une centaine de mètres linéaires. Vous avez un plan assez sommaire là du port et de l'amarrage. Mais nous allons avoir en plus la possibilité de positionner des bateaux en débord, si je puis dire, dans le port communautaire de plaisance de l'Étang-Abricot, qui est un port qui se trouve à côté du port de commerce. Et c'est un partenariat qu'on a avec la communauté de communes dont fait partie Fort-de-France, du centre de la Martinique, qui nous permet en plus de mettre en valeur ces infrastructures portuaires. Vous avez proposé par ailleurs un village très complet que vous pouvez nous présenter aussi. Très complet, et c'est sur l'image suivante. Vous allez voir les différentes activités qui sont prévues dans le cadre de l'arrivée. Alors ça rejoint tout à fait les engagements RSE, la plateforme que constitue la Transat Jacques Vabre, avec la mise en valeur des territoires de départ et d'arrivée. On a parlé de la Normandie, on a parlé de la Martinique. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer ce qu'est la Martinique dans ce qu'elle a de plus beau, de plus spectaculaire, avec, vous voyez, des courses de yole. Alors on va avoir le 12 novembre à Fort-de-France la pagaie des Mapipi, qui est la course de rentrée du championnat des yoles, avec les meilleurs équipages de l'année 2022. Sont des courses à 2 voiles. Il y aura 3 courses dans la baie, et j'espère qu'on va être le 12 novembre, on est dans la bonne zone. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On aura ensuite, comme en 2021, le trophée du Rocher du Diamant, qui est un chrono autant, et qui nous permet là de mettre en valeur à nouveau la Martinique à travers
l'aspect géologique un peu emblématique du Rocher du Diamant. C'est un partenariat alors, avec la BRED, qui est partenaire de cette course de Yeul, avec l'Office du tourisme du sud de la Martinique pour ce challenge au chrono entre la dernière marque de parcours, le Rocher du Diamant, et la ligne d'arrivée. Et puis nous avons 2 autres événements qui nous tiennent à cœur. L'un qui va nous permettre, il m'a confirmé qu'il sera présent à la remise des prix, Damien Seguin, qui remettra les prix de ces régates handivoile. Nous avons 8 mini-J à la Martinique, qui sont des bateaux de série olympique. Et nous organiserons 4 régates dans la baie de Fort-de-France, toujours dans le cadre de l'arrivée, handivoile. Et ça, c'est fabuleux d'avoir Damien Seguin à l'arrivée, parce qu'évidemment, ça fait des rencontres, d'avoir un champion olympique présent à l'issue de ces courses. C'est un grand moment. Et puis le dernier, c'est ce forum d'initiatives positives. Le rectorat de la Martinique s'est saisi de la Transat Jacques Vabre et a développé une trentaine, vous savez bien, monsieur le maire, mieux que moi, une trentaine. Alors, une dictée, la dictée des maires du Havre et de Fort-de-France. Et puis, au sein du forum, donc, il y a une trentaine de programmes pédagogiques qui sont enseignés aux écoliers depuis la rentrée et qui vont trouver leur aboutissement dans des conférences sur le monde marin, la préservation du monde marin et globalement la préservation de l'environnement. Mais c'est formidable pour eux parce que le rectorat va s'occuper de les faire venir et nous allons les accueillir avec des associations qui pourront prendre la parole et expliquer les actions qui sont menées dans le domaine environnemental. Est-ce qu'on a été complet sur le programme du village là? Alors on a été à peu près complet, vous avez le calendrier. Voilà. Le 11 novembre, c'est l'ouverture. On espère des arrivées à partir du 12, comme l'a dit Francis, donc avec cette course de Yeul. Le 17, la première soirée officielle avec tous les skippers qui seront arrivés. La deuxième aura lieu le 23. Alors la soirée officielle du 17 aura lieu au Fort Saint-Louis, donc dans un cadre majestueux qui est juste au-dessus de la baie de Fort-de-France, où nous accueillera la Marine nationale. Et le village fermera ses portes le 19 jusqu'à une fermeture de la ligne le 27 novembre. Parfait. Là, on a été complet. Là, on est parfait. Merci, Damien. Il n'y a plus qu'à y aller. On n'a qu'une hâte, c'est de vous retrouver dans quelques jours maintenant. On va peut-être inviter tous ceux et toutes celles qui sont intervenus à venir nous rejoindre dans quelques instants. Pour une photo finale, effectivement, on va rappeler les partenaires tout de suite. Qui vont venir nous rejoindre, les institutionnels et autres. Et puis quelques images pour terminer cette présentation. Et vous remercier bien sûr d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 20 octobre pour l'ouverture du village au Havre. Et le départ le dimanche 29 octobre, on le rappelle, à partir de 13h05. On vous laisse vous mettre devant pour la photo, messieurs, dames. Et pour conclure cette présentation. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à la course virtuelle des 30 ans destination de la Martinique en passant par Carthagène avec les bateaux vintage. Vous pouvez scanner le QR code. Vous aurez la possibilité ainsi de revivre ce parcours exceptionnel avec des bateaux de l'époque avec lesquels vous pourrez naviguer virtuellement sur Virtual Regatta. Voilà, on va faire la photo avec les institutionnels. C'est Jean-Marie Liotte qui s'en occupe. Et tous ceux qui ont des appareils photo, n'hésitez pas à immortaliser ce moment, bien sûr. Et puis, merci de votre attention. On vous invite. Merci à toutes et à tous. Voilà, on vous invite au cocktail dans le foyer. Merci beaucoup, Laurie Delostal, d'avoir été avec nous. Merci, Olivier Ligné. Pour vivre ce moment. Merci aux internautes qui nous ont suivis et à tous les journalistes qui vont pouvoir continuer à échanger avec les skippers dans quelques instants. Merci à vous tous. On se quitte sur ces belles images. Voilà, je crois qu'on m'entend. Je sais pas si on m'entend. On va faire les interviews skippers sur la scène. Voilà, je sais pas si on m'entend. Oui. Pour les skippers, merci de vous rapprocher tout à l'heure.